Bonjour le Bénin, bonjour à vous qui nous regardez. Merci d'être là, si proche qu'on a presque l'impression de partager le même salon, le même environnement. Eh bien, votre matinale s'ouvre à vous cette semaine avec une nouvelle énergie, on va dire un tout nouveau plateau, une nouvelle atmosphère et cette envie toujours intacte de vous offrir le meilleur, chers amis téléspectateurs. Et vous le savez, ici, vous n'êtes pas que spectateurs, vous êtes nos invités de marque. Les invités de marque de la bande à Bonjour le Bénin, la bande ABLB comme j'aime bien le dire. Alors, installez-vous confortablement, approchez-vous, rapprochez-vous un peu plus pour ne rater aucune miette de ce programme matinal d'information et d'actualité qui commence ici et maintenant. Alors, de quoi on parle ce matin, chers amis téléspectateurs? On parle ce matin de la pâtisserie sans gluten. La réussite de ces créations a toujours précédé sa réputation. Nous découvrons donc Immaculée Gomez, la reine de la pâtisserie sans gluten. Nous sommes allés au plus près de son savoir-faire pour comprendre ce qui fait la magie de ces gourmandises. Restez avec nous pour en découvrir les secrets. Le Cotonou Comedy Festival débarque cette année et vous accueille du 1er au 6 décembre 2025. Un festival du rire inédit, une programmation décoiffante, une énergie contagieuse. Le directeur de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, sera avec nous dans un instant pour nous en dire davantage sur ce grand rendez-vous. Et puis, à tous les natifs et sympathisants de Ouida, voici une annonce de première importance. Gléroué, édition 2025, arrive le 3 décembre. Un événement identitaire puissant, fédérateur, une célébration de l'âme et de la culture de Ouida, réunissant fils, filles et amis de la cité. Les détails de ce rendez-vous annuel, c'est évidemment dans Bonjour le Bénin. Enfin, dans l'instant politique, nous recevons également Gildas Aïzanon, acteur politique devenu écrivain. Avec lui, regard croisé sur l'actualité nationale, focus sur les élections générales et une question centrale, un boulevard s'ouvre-t-il pour la mouvance présidentielle? L'homme vient également de signer son premier ouvrage Au nom du sexe, du fric et du saint plaisir, découverte ce matin. Et bien sûr, d'autres sujets viendront rythmer cette émission qui se veut vibrante et étincelante. Mais pour l'heure, chers amis téléspectateurs, on va se dire ceci, place au bulletin d'information, l'info, la vraie, la riche, la variée. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Une visite pour ouvrir ce bulletin. Oui, une visite qui fait vibrer les murs du patrimoine africain. La grande chancelière des ordres nationaux et présidente en exercice de la conférence des grandes chancelleries francophones a clôturé son séjour à Dakar par un tour au musée des civilisations noires. Dans ce reportage, vous allez le voir, la grandeur africaine est dévoilée à Mariam Tchabi Talata dans ce lieu où s'entrecroisent héritage et récit. Première halte où la délégation s'immerge dans le berceau de l'Afrique. Un espace où fossiles, reconstitutions et archives rappellent l'origine commune de l'humanité. La visite s'est poursuivie dans le compartiment dédié à l'école William Ponty, institution emblématique de la formation des élites africaines. L'espace raconte une aventure intellectuelle qui a marqué l'histoire politique, sociale et culturelle du continent, dans lequel on retrouve les empreintes d'un enfant du Dahomey d'alors, Bénin d'aujourd'hui. Enfin, la délégation a découvert les galeries consacrées aux arts africains où sont exposés tableaux, parures et objets rituels, chacun témoignant du génie créateur des artistes du continent. La vice-présidente s'est attardée devant plusieurs œuvres, soulignant la richesse et la diversité des expressions artistiques africaines. Une visite éclairante, chargée de mémoire. En quittant le musée, la délégation a salué un lieu qui, loin d'être un simple espace d'exposition, s'impose comme un véritable pont entre passé, présent et avenir.
Présentation du budget 2026 des ministères et institutions de la République pour dévoiler leur futur en chiffres et en ambition. Le ministre des PME, le président de la HAC et celui de la Cour suprême étaient face à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Les détails, ce sera avec Viti Saoré. Les priorités du ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi au titre de l'année 2026, ainsi que d'autres actions envisagées, portent son budget à 19 milliards de francs CFA. Ce département ministériel entend renforcer les réalisations en cours et continuer l'opérationnalisation des réformes. Les programmes phares, les programmes bien établis, bien connus comme le PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui a été lancé il y a quelques années, qui a fait ses preuves avec déjà plus de 10 000 jeunes insérés, va s'intensifier. Vous savez qu'à travers le PSIE, c'est près de 2 000 jeunes chaque année que l'Agence nationale pour l'emploi a pour objectif d'insérer, puisque le gouvernement a rendu les ressources irrelatives disponibles avec une incidence financière de plus de 6 milliards qui sont versés comme salaire à ces jeunes allocataires, ainsi que le paiement de tous les accessoires liés à ces salaires-là. Les présidents des institutions de la République ont également présenté le budget de leur institution au Palais des gouverneurs. Pour l'année 2026, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication bénéficie d'une cagnotte de 3 milliards. La HAC est une institution républicaine qui s'occupe de la régulation des médias. Les grandes lignes de son budget servent au fonctionnement et à quelques petits investissements. Donc c'est comme d'habitude. Nous avons présenté aux députés les nouveaux crédits inscrits par rapport à l'année passée. C'est vrai qu'il y a une diminution de quelques 8 et quelques %, mais la HAC n'a pas perdu de pouvoir d'achat. Les prévisions budgétaires de la Cour suprême en 2026 sont en grande partie consacrées aux dépenses en personnel à travers, entre autres, le renforcement des capacités des membres de la haute juridiction et la dématérialisation des procédures et actes. Le montant du budget prévu et qu'en tout cas le président a défendu de 4 milliards 318 millions 507 581 francs. Il est en légère augmentation par rapport à celui de l'exercice 2025. Le passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire du Parlement a pris fin. Les regards sont désormais tournés vers l'examen et l'adoption du projet de loi de finances exercice 2026. La plénière qui va s'y consacrer est annoncée pour le 4 décembre 2025. Comment les institutions peuvent-elles soutenir la croissance et améliorer le bien-être des populations? Les têtes pensantes de l'économie béninoise se sont réunies pour examiner le rôle des institutions dans le développement du Bénin. C'est à l'occasion des 6e journées scientifiques de l'économie béninoise avec comme invité de marque le prix Nobel d'économie 2024. Institutions et prospérité des nations, c'est autour de ce thème que s'ouvre les 6e journées scientifiques de l'économie béninoise. Ici, chercheurs de 15 pays africains et de la diaspora, décideurs et partenaires posent une question simple mais essentielle. Comment les institutions peuvent faire bouger le développement du Bénin? Les nations qui prospèrent durablement sont celles qui parviennent à relever le défi de la bonne gouvernance et à bâtir des institutions solides, capables de réduire les inefficiences, d'assurer la stabilité et de promouvoir le bien-être collectif. Au Bénin, les réformes institutionnelles initiées depuis 2016 ont renforcé la gouvernance avec des résultats concrets observés dans de nombreux secteurs. Cette année, les discussions prennent une dimension exceptionnelle avec la présence du prix Nobel d'économie 2024, James Robinson. Ses recherches centrées sur l'évolution des institutions et leur rôle dans le développement des pays en font l'une des références mondiales du domaine. Il est à Cotonou pour participer aux échanges et assurer la conférence inaugurale. Il a essayé de montrer une certaine hiérarchie entre les institutions, comment les institutions politiques influencent les institutions économiques et les institutions économiques influencent les résultats économiques. Pour prendre un exemple simple, si on veut voter un budget, on a besoin du Parlement. Le Parlement est une institution politique et c'est ça qui va déterminer le budget et c'est le budget qui va déterminer l'économie. Donc c'est extrêmement important quand on parle des institutions
et surtout leur relation avec le développement. Ici, on ne débat pas pour débattre, on cherche des solutions. Ces journées se veulent d'ailleurs plus qu'un cadre de réflexion. Elles sont un espace de proposition pour renforcer les institutions et accélérer le développement du pays. Les discussions continuent en attendant des pistes concrètes pour éclairer les politiques publiques. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la 37e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'heure, les conscientisations se poursuivent. Les apprenantes et apprenants des écoles primaires publiques et privées du Mono et du Koufo ont été sensibilisés au comportement à risque à travers un jeu concours de production culturelle. Le point avec Samira Tchabimani. Précocité des rapports sexuels et les maladies opportunistes impactent sur ma famille, ma santé et mon éducation. C'est le thème du jeu concours de production culturelle organisé par le programme sectoriel de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et épidémies du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire. À travers cet exercice, vous êtes désormais les ambassadeurs de notre cher pays auprès de vos pairs. Ambassadeurs pour les sensibiliser par rapport au comportement responsable. À travers la ville de la Cité de l'Espérance, apprenantes et apprenants de 12 écoles primaires publiques et privées des départements du Mono et du Koufo ont paradé pour donc célébrer par anticipation la Journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. Nous sensibilisons les enfants pour qu'ils fassent beaucoup attention à tous ceux qu'ils rencontrent et qui leur font des promesses pour abuser d'elles. C'est l'école primaire publique d'Akokonawa, dans la commune de Bopa, qui remporte ce concours de production. Les nouveaux ambassadeurs repartent avec des fournitures et matériels scolaires, des enveloppes financières et des attestations de participation. En bref, à présent, question qui aura cette année le Grand Prix du Mont Oussou, prix meilleure fiction ou du meilleur documentaire béninois. On va le savoir le 6 décembre prochain à la grande cérémonie de distinction des Ciné 229 Awards. La 8e édition de cette reconnaissance des talents en herbe du 7e art béninois démarre aussi ce lundi au Palais des Congrès pour toute une semaine d'ateliers de projection cinématographique et de masterclass avec de grands noms du cinéma. Le Bénin s'apprête à vivre 6 jours où le rire devient un langage universel. Du 1er au 6 décembre prochain, Cotonou devient la capitale du rire avec le Cotonou Comedy Festival à l'affiche des humoristes venus du Bénin et d'ailleurs, des spectacles qui promettent d'être inoubliables. Vous allez le voir, c'est l'événement où la bonne humeur rassemble, où chaque éclat de rire s'apprête à devenir une célébration. L'humour est un art qui a une forte potentialité en matière de création de flux financiers, en matière d'interaction et que de plus en plus le Bénin s'intéresse à cet art-là. Le gouvernement tient à sensibiliser davantage les populations béninoises à la consommation de la pratique artistique made in Bénin. Ce sont tous ces enjeux qui ont fait que le gouvernement, par le biais du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et son bras opérationnel, l'Agence de développement des arts et de la culture, a procédé à ce partenariat avec Joke Nation. Je vais vous présenter la programmation du festival qui aura lieu du 1er au 6 décembre. Donc on va commencer le lundi et le mardi, donc lundi 1er et mardi 2, avec une masterclass animée par Rukiata Wadreogo, qui est une artiste franco-burkinabé. Le mardi 2, avec une table ronde, les rencontres de l'humour africain, où on explorera le sentiment d'appartenance et d'identité africaine. La soirée d'ouverture qui aura lieu au Dôme du Sofitel Cotonou Marina. Soirée présentée par Willy Dumbo avec en guest star Kev Adams, Wallace, Samia Orozman et Certes Mathurin. Nous aurons ensuite une soirée au Palais des Congrès le vendredi 5 décembre, co-présentée par Ulrich Takam et Chromosome. Notre dernière soirée sera le samedi 6 décembre au Palais des Congrès, salle rouge toujours, présentée par l'humoriste québécois Dolino avec un panel d'artistes internationaux tels que Kev Adams, Wallace, Samia Orozman, Pacheco.
De la musique, de l'énergie, un message fort à Cotonou. Un concert pas comme les autres a réuni artistes, diplomates et défenseurs des droits des personnes handicapées. Une soirée organisée à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne pour célébrer l'inclusion et relancer une initiative née il y a une dizaine d'années. Ambiance et enjeux dans ce reportage signé Alexandra Djotan et Ramatou Lawani. Ambiance électrique pour un concert hors du commun, un rendez-vous 100% inclusion, organisé au cœur même de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne au Bénin. Ça a commencé depuis 2011 et nous sommes à la 6e édition. Pourquoi? Parce que la Covid-19 était passée par là. Dans le concert de l'intégration sociale des personnes handicapées, nous l'avons initié pour sensibiliser les diplomates vivant au Bénin, pour sensibiliser les PTF, sensibiliser la société civile. Ce concert signe le grand retour d'une initiative qui renaît après le Forum mondial sur le handicap tenu en Allemagne. Un sommet qui a accouché d'un accord historique, la déclaration d'Amman-Berlin. Les personnes handicapées et leurs besoins ont longtemps été largement ignorés dans la coopération internationale au développement. Avec cette déclaration de Amman-Berlin, approuvée par 101 pays et organisations, dont le Bénin, nous, la communauté internationale, avons franchi une étape importante. Ma présence à cette cérémonie marque notre disponibilité à construire des partenariats stratégiques solides, à accroître la coopération internationale et à mobiliser davantage de ressources pour l'inclusion sociale durable. En la matière, le Bénin avance, inspire et s'impose comme un modèle. Accès à l'éducation, mobilité, formation, emploi, entrepreneuriat, tout un écosystème d'inclusion se construit et se célèbre ce soir. Les artistes enchaînent et font grimper le mercure. Qui vivent avec du handicap font partie de la société et donc c'est important qu'ils se sentent valorisés. Ils sont forts mentalement, ils ont dominé leur situation, ils ont transformé ce qui pouvait être des difficultés en opportunités. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rachida, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci, génial, Afouda Monsi-Agoka. On se retrouve demain pour un autre numéro du bulletin d'information. Et maintenant, place à l'instant politique. Un moment où nous prenons bien entendu le temps de comprendre, d'analyser, de questionner sans jamais perdre de vue ce qui se joue réellement pour notre pays. Eh bien, ce matin, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir un invité dont la voix compte dans le débat public, Gildas Aïzanon. Et mon invité, il est acteur politique et désormais écrivain, observateur attentif de la vie nationale. C'est mon invité. Gildas Aïzanon, bienvenue dans nos locaux, dans un tout nouveau local. Hein? Merci d'être là ce matin. Merci, bonjour Rachida. C'est un réel plaisir d'être là dans votre studio qui a fait peau neuve. Merci pour ça. Votre présence nous honore ce matin avec vous. Donc, je le disais, il y a un moment, nous allons tenter de décrypter les dynamiques en place à l'approche des élections générales de 2026. Une question traverse donc les conversations, alimente les analyses et suscite des commentaires. Avec ces élections, un boulevard est-il ouvert pour la mouvance présidentielle ou bien le paysage politique réserve-t-il davantage de surprises qu'on ne l'imagine? Restez avec nous entre lucidité, nuance et vérité de terrain. Eh bien, cet entretien s'annonce éclairant. Gildas Aïzanon, comment percevez-vous, c'est ma première question, comment percevez-vous aujourd'hui le climat politique à l'approche des élections générales de 2026? Bon, c'est vrai que c'est la toute première fois que notre pays fait l'expérience des élections générales. Le climat politique, bon, il est ce qu'il est, avec les différents acteurs qui se préparent. Les fortunes sont diverses.
Je vous ai entendu tout à l'heure dans votre question parler de possible boulevard pour la mouvance présidentielle. Oui. Bon, j'ai souri parce que parler de boulevard, c'est peut-être trop dire. C'est une compétition et il y a encore un arbitre. Le peuple demeure l'arbitre de cette compétition à venir. Il est possible que si la mouvance présidentielle ne donnait pas le meilleur, qu'on soit surpris, n'est-ce pas, au soir de la proclamation des différents résultats. Surtout que, comme je l'ai dit, il va falloir faire les communales, les législatives et puis ensuite l'élection présidentielle. Donc, si on peut estimer que pour ce qui concerne l'élection présidentielle, la carrure peut-être de celui qui incarne là les espoirs de la mouvance présidentielle, notamment le ministre d'État Romuald Wadaï, est une carrure assez impressionnante. Il reste, comme j'aime à le dire, que au-delà du côté professionnel qu'on reconnaît à l'homme, il faut qu'il rassure davantage, n'est-ce pas, tout le peuple béninois. Il faut qu'il mobilise assez pour que ce soit lui d'ailleurs ou Nkwe, qu'on ait un taux de participation qui montre que les Béninois s'intéressent, n'est-ce pas, à la chose politique. C'est là aussi l'autre défi. Donc, je me refuse de parler de boulevard pour la mouvance présidentielle. Il faut incarner encore l'espoir que le peuple béninois, n'est-ce pas, espère. On parle de boulevard, Gilles Saïzano, parce que pour beaucoup, il n'y a rien en face. Pour beaucoup, la mouvance est une machine qui va tout broyer sur son passage. Vous pensez que cette assurance n'est pas expliquée? Oui, je peux comprendre un peu l'assurance que certains ressentent. Mais de ma position, j'ai bien envie de dire qu'une victoire n'est belle que lorsque véritablement on voit tout le peuple, en tout cas une grande partie du peuple se mobiliser, n'est-ce pas, derrière le programme de celui qui peut incarner, n'est-ce pas, cette fonction présidentielle. Et donc, au-delà donc des personnes en place, j'espère que cette élection donnera lieu à des débats d'idées qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de 2026 quand le président Patrice Talon serait en train de laisser sa charge après 10 années. Il faut que le peuple soit rassuré qu'il ait entendu sur ses doutes, sur ses inquiétudes, que les différents messages comptent désormais et qu'on vient, n'est-ce pas, pour travailler davantage pour l'unité nationale, pour la réconciliation. C'est des mots forts. J'ai entendu ce mot, par exemple, dans la bouche d'un certain candidat, ancien candidat de l'opposition. Est-ce que le prochain vainqueur de cette élection saura tenir compte de toutes ces idées-là pour que, in fine, on ait un pays très uni, orienté, engagé vers l'essence même du développement? C'est ce que l'acteur politique que je suis espère. Alors, vous estimez qu'il ne faut donc pas du tout minimiser l'adversaire? Rien n'est joué d'avance. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Je crois que s'il est arrivé à ce niveau, notamment le candidat de l'opposition, Nkwe, c'est certainement parce qu'il a su jouer. Et d'une manière ou d'une autre, il a quelques partisans derrière lui. Mais de ma position d'acteur politique de la mouvance présidentielle. Pour beaucoup, il ne pèserait pas dans le landerneau politique. J'ai l'impression que c'est vrai qu'il ne faut pas vendre la peau, n'est-ce pas, de l'ours avant de l'avoir. Même je pense que Nkwe et Romuald Wadaï, la balance pencherait quand même en faveur du candidat de la mouvance présidentielle quand on connaît un peu le poids de l'expérience de celui-ci en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État. Nkwe fera ce qu'il peut, mais je pense que globalement, je ne le vois pas comme le vrai opposant, challenger, candidat qui va nous inquiéter. J'attends que nous autres, nous puissions rassembler, convaincre le peuple. Vous êtes d'accord alors qu'il y a comme une certaine assurance dans le camp de la mouvance présidentielle? Oui, mais il va falloir on est conforté comme dans une certaine
position. Il va rester au candidat de la mouvance présidentielle et à toute son équipe de rassurer le peuple, de convaincre le peuple parce que, in fine, c'est ce qui est important. C'est le peuple qui confère la légitimité nécessaire pour pouvoir gouverner en toute sérénité. Donc, justement, Gildas Aïzano, vous parlez du peuple. Pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, dans notre contexte politique, l'opposition, ce n'est pas le parti Les Démocrates, c'est le peuple. Ah oui, je suis Vous êtes d'accord? Vous êtes d'avis? Je suis totalement d'accord avec ceux qui pensent que c'est le peuple qu'il faut rassurer. C'est le peuple qu'il faut convaincre. Parce que quand vous prenez ces partis d'opposition, les démocrates, peut-être les FCBE, et dans une certaine mesure même des portions de la société civile, ce sont des idées parfois reprises du peuple. Ce sont certaines aspirations portées par le peuple qui permettent aussi à ces partis politiques-là de continuer par résister sur l'échiquier politique. Et donc, si la mouvance, n'est-ce pas, peut écouter également le message d'une certaine partie du peuple, peut-être qui n'est pas totalement en phase avec la gouvernance actuelle, pour que, in fine, ce que le président Patrice Talon veut... Il faut entendre le peuple. Il faut entendre ses criailleries et je pense que le président Patrice Talon est le premier qui nous dit désormais qu'il faut qu'on regarde au-delà des camps politiques. Pour regarder au-delà des camps politiques et faire en sorte que le Bénin ne soit pas le Bénin des scissions, le Bénin des divisions, cela veut dire que nous devons avoir un candidat capable d'écouter tout le peuple. Et, n'est-ce pas, de tenir compte des différentes inquiétudes, des peurs, des projets, des propositions également formulées par les autres pour qu'ensemble, le prochain pouvoir ne soit pas le pouvoir d'un seul camp, que ce soit le pouvoir qui incarne, n'est-ce pas, la majorité du peuple béninois. Pourquoi pas aller chercher des femmes et des hommes de l'autre côté aussi pour qu'ensemble, on puisse véritablement affronter les défis qui sont les nôtres. D'accord. Alors, justement, le parti Les Démocrates se fait appeler le parti du peuple. Et pensez-vous qu'en l'état actuel des choses, Gildas Aïzano, ce parti peut faire le poids aux prochaines législatives face à une mouvance, on va dire, gonflée à bloc? Attention, oui. Il ne faut jamais sous-estimer, n'est-ce pas, un parti politique engagé dans la compétition. Vous parlez des législatives. Mais c'est une opposition, il faut le rappeler, hein, qui va aux législatives sans accord de législature et face au mur des 20%. Gildas Aïzano. Je suis totalement d'accord avec vous. Je crois que quand vous avez écouté les différents acteurs politiques, même au plus haut niveau, du côté de la mouvance présidentielle, on est d'accord que la question des 20% ne sera pas facile pour quelqu'un. Même pour ceux qui ont passé des accords de gouvernance, de législature et autres, il est possible qu'à l'échelle d'une circonscription électorale, vous ne réussissez pas à faire le poids même à 2, à 3. Donc, il faut aller travailler sérieusement sur le terrain. Si le parti Les Démocrates, n'est-ce pas, évidemment, qui se fait appeler parti du peuple, à l'onction populaire qu'il faut, écoutez, ce parti peut créer la surprise, n'est-ce pas, en levant cet handicap-là, en mobilisant, n'est-ce pas, pour pouvoir se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc, il ne faut pas crier tout de suite victoire pour un camp en ce qui concerne les législatives. Je dis, pour les présidentielles, le jeu semble pencher d'un certain côté déjà, mais en ce qui concerne les législatives, je crois qu'il y a match, il y a challenge encore, on aura droit vraiment à une élection qui peut être serrée. D'accord. Alors, après avoir tambouriné dans la presse et évoqué les faits de blocage pour leur non-participation, bien sûr, à la présidentielle, puis au communal, l'opposition sera présente aux législatives, on vient de l'évoquer. Que dites-vous de la guerre qui a fracturé ce parti et occasionné aussi pas mal de départs? Non, vous savez, moi, mes avis sont assez mitigés sur cette question. On se focalise un peu sur la guerre au sein des partis de l'opposition, notamment des démocrates, mais l'honnêteté veut qu'on reconnaisse que ce n'est pas parce qu'au niveau de la mouvance, ce n'est pas étalé sur la place publique qu'il n'y a pas eu guerre. Tout le monde n'est pas heureux, tout le monde n'est pas content d'un certain choix. Il y a eu beaucoup de déchirures même à l'interne, mais la mouvance a su contenir, a su taire. La sérénité affichée ne veut pas dire que tout non, est... attention, voilà, ce n'est pas on est dans un monde de splendeur, non? Évidemment, oui. Il faut être suffisamment naïf pour croire qu'à l'intérieur de la mouvance présidentielle, tout était rose, les gens n'étaient pas... Non, non, ce n'est pas comme ça. Seulement, la mouvance a su taire cette divergence, c'est tout. Donc, le jeu qu'on a pu voir du côté du parti Les Démocrates, oui, à des moments donnés, ça peut être très regrettable. On aurait souhaité qu'il y ait un peu plus de mesures, n'est-ce pas, et
que des gens se fassent confiance, mais c'est pas un manque aussi, de leadership peut-être au sommet de ce parti, quand on a en face le président Patrice Talon qui a su quand même maintenir, on va dire, l'unité au sein de cette famille. C'est tout à l'honneur du président Patrice Talon et d'incarner un leadership fort qui impose le respect, qui impose la discipline. On pourrait reprocher peut-être cela de l'autre côté de l'opposition, mais c'est d'abord les affaires de l'opposition. Et moi, le plus important, c'est que l'opposition est présente, n'est-ce pas, aux élections législatives. Et on espère que cela permettra d'avoir des débats d'idées au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, Gilda Saïzanon, vous êtes acteur politique, mais vous avez opéré il y a quelque temps déjà une certaine mue. Vous êtes désormais, j'allais dire, écrivain. Vous venez en effet de signer votre premier ouvrage, Au nom du sexe, du fric et du saint plaisir. Une trilogie qui, ma foi, me rappelle bien le signe de la croix. Rassurez-moi que ça n'a rien à y voir. Gilda Saïzanon, rassurez-moi. Non, mais vous pouvez être rassuré. Mais en même temps, c'est une sorte de parodie. C'est difficile de ne pas penser à cela. Mais la vérité, c'est que le roman aborde un certain nombre de dérives dans nos sociétés africaines. Nous connaissons désormais le poids de l'argent, comment l'argent, la recherche de la facilité régente tout. On nous reproche aussi cet amour excessif pour l'argent dans le landerneau des acteurs politiques. J'allais le dire, dans l'ensemble, dans cet ouvrage, vous dénoncez les dérives de notre société et y défendez les valeurs pour un meilleur vivre ensemble et une société plus juste et égalitaire. Le milieu politique auquel vous appartenez n'a pas échappé aussi à vos critiques. Vous semblez dire qu'il n'est pas sain, qu'il serait vicié et vicieux, n'est-ce pas, et qu'il faille travailler à le débarrasser de tout ce qui favorise, de tout ce qui ne favorise pas l'éclosion des valeurs, la promotion des talents et donc des plus méritants. N'êtes-vous pas un peu dur avec l'appareil politique dans cet ouvrage? Je ne suis pas dur envers l'appareil politique. Un ouvrage que nous allons découvrir là à l'image avec la complicité de la réalisation, bien entendu. Je crois que les Béninois seront d'accord avec moi que ce n'est pas toujours que nous autres acteurs politiques nous renvoyons, n'est-ce pas, ce qu'il faut comme image à notre jeunesse, à notre population. Dans les pratiques, on a vu des acteurs politiques qui ont pu être qualifiés ou bien soupçonnés de traîtrise et tout. Donc, il faut faire très attention parce qu'en tant qu'acteur public, nous éduquons aussi la jeunesse. Et pour un livre qui fait la promotion des valeurs éthiques, des valeurs morales, il était important de nous intéresser à la politique comme nous avons pu nous intéresser également à la religion ou à d'autres secteurs. Le livre ne parle pas que de ça, on dénonce la corruption, on dénonce la sexualité dévoyée parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. Ben, il va falloir qu'on fasse très attention. Quel modèle nous voulons pour nos sociétés? Est-ce qu'il faut ressembler coûte que coûte à ce qui se passe dans d'autres pays? Ben, je crois qu'aujourd'hui, le livre permet à ce qu'on se regarde vraiment dans le miroir et qu'on puisse voir ce qui ne va pas pour préserver notre jeunesse. Alors, les contre-valeurs, finalement, deviennent la norme et la justice une exception? Malheureusement, c'est ce que vous dites, en tout cas, dans cet ouvrage. C'est un peu ce que je dis. Oui. Je nous appelle à regarder, n'est-ce pas, comment notre société évolue. Vous savez, si la société était un individu, on peut dire que la société également peut être malade. Hein? Peut-être que nous sommes en phase d'une société anémiée ou bien en phase terminale du cancer et tout. Il faut appeler le docteur et nous sommes tous et vous vous positionnez comme un docteur finalement. Non, en fait, on vous voit dans une position de donneur de leçons. Pas exactement, mais d'éveilleur de conscience, de quelqu'un qui alerte, quelqu'un qui dit que c'est bon, nous sommes au travail là maintenant, les exigences économiques font que papa et maman sortent très tôt de la maison et oublient les enfants à la maison, reviennent tard. Ben, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants sont devant les écrans en train de plonger dans la sexualité, en train de se familiariser à des notions telles que l'homosexualité et tout, les jeux X-Bet.
l'alcoolisme rampant, la drogue. Qu'est-ce qu'on fait face à qui s'occupe de toutes ces questions-là? Le problème est posé. L'agro-sociologue que je suis, n'est-ce pas, veut attirer l'attention de nos pouvoirs publics également sur ces aspects-là pour que nous ne laissions pas notre jeunesse dans ces difficultés. C'est un ouvrage assez audacieux de toutes les façons. Vous l'aimerez, chers amis téléspectateurs. Je vous invite d'ailleurs à le lire et vous avez reçu des félicitations du premier responsable de la CEDEAO. Ah oui. Vous dépeignez dans cet ouvrage, vous dépeignez si bien en tout cas l'univers politique à travers ces vices qu'on se croirait dans un monde finalement de fous, de dingue. Ah oui, les félicitations, c'est vrai, du premier responsable de la CEDEAO, l'ambassadeur Amadou Diangué au Bénin. Merci d'ailleurs à lui. Mais également, il ne vous aura pas échappé que l'une des têtes du moins fortes de la mouvance présidentielle, notamment l'ouvrage est parrainé par le ministre Romuald Wadaï. Ministre des Finances, Romuald Wadaï. Nous avons reçu des encouragements, des figures importantes telles que Ousmane Batoko, notamment Johannes Dayon, la vice-présidente de la République, qui ont partagé avec nous cette nécessité de retour aux valeurs qui comptent pour qu'on puisse préserver l'éducation de notre jeunesse. Ça nous a fait chaud au cœur, ça nous prouve que malgré tout, nous sommes conscients que tout n'est pas bon à vendre, n'est-ce pas, pour notre jeunesse. Il faut qu'on fasse attention à ce que devient notre société. Nous devons vraiment faire attention à ça. Et les hommes politiques aussi devraient être des exemples, n'est-ce pas, porter une certaine éthique. En principe, la politique, en tant que science de la gestion de notre cité, devait incarner une certaine respectabilité. On devait envoyer des messages comme quoi c'est le mérite, c'est la promotion de l'excellence qui est nécessaire pour diriger un pays. Et quand parfois on peut voir quelques acteurs s'écarter du droit chemin, il faut s'en inquiéter et que cela ne soit pas projeté comme un modèle pour la jeunesse. Merci Gildes. Aïzanon, en parrainant, une petite question de curiosité, en parrainant votre ouvrage, est-ce que vous pensez que le ministre d'État, ministre des Finances, Romuald Wadaï, épouse d'une certaine façon vos idées, sympathisant, on va dire, de vos idées? Ben, sympathisant, moi je pense forcément, sinon il n'aurait pas donné sa caution pour parrainer l'ouvrage. Vous savez, le ministre d'État, c'est aussi un grand sportif, il est ceinture noire de judo. On n'est pas judoka quand sur le tatami, on n'est pas capable de respecter l'adversaire. Vous savez, le plus grand athlète, ce n'est pas uniquement celui-là qui sait donner des coups pour assommer son adversaire, c'est aussi celui qui peut le respecter et se priver même d'envoyer des coups qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique, n'est-ce pas, de l'adversaire. Donc, il faut incarner une certaine exemplarité, une maîtrise de soi pour arriver à ce niveau de compétitivité. Je sais que le ministre Romuald Wadaï sait garder tempérance et que c'est pour ça aussi qu'il accompagne ce livre. Merci Gildes Aïzanon, merci en tout cas pour tous ces éclairages. J'ai envie de dire bonne chance, n'est-ce pas, dans cette nouvelle aventure où l'écriture vous domine désormais. Merci beaucoup. On vous raccompagne sous cette parenthèse publicitaire. Et nous revoilà sur Bonjour le Bénin. La pause est passée, les esprits sont frais, vous savez ce que cela signifie. C'est le moment pour nous d'accueillir ceux qui donnent du relief, j'allais dire, à cette émission, ceux qui donnent de la saveur à cette émission. Voici la bande à Bonjour le Bénin, la bande à BLB. Toujours au taquet. Toujours au taquet. Prête à servir. Prête à servir, exactement. Une bande toujours prête, chers amis téléspectateurs, toujours affûtés, toujours avec ce petit grain d'esprit qui transforme, bien entendu, chaque chronique en moment unique. Place à l'actualité du moment. Alors, ce matin encore, l'actualité culturelle et sociale bouillonne, chers amis téléspectateurs, des rendez-vous qui s'annoncent forts, des événements qui marquent la vie de nos villes, de nos talents et bien entendu de nos traditions. Patrick Diossou en a déniché plusieurs. On démarre par cet événement inédit, une première au Bénin. On parle du Cotonou Comedy Festival. Alors, c'est un festival du rire, vous dites, Patrick Diossou? Un festival du rire. Oui. CCF. Oui,
Cotonou Comédie Festival. C'est pas le centre culturel français. C'est pas le centre culturel français. Alors, ce festival nous rappelle quelque chose. Je ne sais pas si certains parmi vous, certains ont en mémoire Jean-Michel Cancan ou Daniel Ndo. Ça fait très longtemps. Mais bien sûr. Alors, mais vous parlez là de temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de 20 ans ne les connaissent pas. Mais ceux qui ont 20 ans peuvent parler d'Agawa Lawal et d'autres personnes. Mais ce sont ces personnes-là qui font rire et qui avaient fait rire l'Afrique et qui continuent de faire rire l'Afrique. Nous allons faire rire l'Afrique. Et pour faire rire l'Afrique, la DAC, l'Agence de développement des arts et de la culture, a pensé à cet événement, Cotonou Comédie Festival, CCF. Un festival dont les empreintes nous sont déjà tracées par Victorine Bondé dans cet élément que nous allons suivre. Cotonou s'apprête à vibrer. 6 jours de rire, d'énergie et de rencontres pour réunir toute l'Afrique autour de l'humour. Un événement inédit qui inscrit la ville phare du Bénin sur la carte mondiale des grandes scènes du rire, le Cotonou Comédie Festival. Une prouesse rendue possible grâce à un partenariat d'exception avec le Montreux Comédie Festival, référence absolue du genre, vitrine internationale, du talent et du sourire. Mais le Cotonou Comédie Festival, c'est plus que du rire. Ce grand rendez-vous se veut aussi un levier économique et touristique majeur. Sur scène, un brassage d'humoristes nationaux et internationaux, avec une place de choix pour le génie béninois, qui s'exprimera dans toute sa diversité et sa créativité. Du 1er au 6 décembre 2025, l'Afrique rira à Cotonou. Au programme, masterclass, soirée d'humour et spectacles dans les lieux emblématiques de la ville, le Palais des Congrès, le Dôme du Sofitel Marina et l'Institut français. Voilà, donc c'était le reportage de Victorine Bondé qui nous plonge, n'est-ce pas, dans l'ambiance même, je vais dire, n'est-ce pas, du Cotonou Comédie Festival à venir. Oui, et elle a fini par l'Institut français, et je disais CCF. Alors CCF ici, c'est plutôt Cotonou Comédie Festival. Monsieur William Kodjo, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour chers amis. Merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. L'agence, n'est-ce pas, de développement des arts et de la culture. Alors, cela commence aujourd'hui, dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé cette envie de démontrer que le rire peut être exporté? Très bien, vous savez que le gouvernement du Bénin a choisi de faire des arts, de la culture et du tourisme le deuxième pilier pour notre développement économique. Oui. Et cela appelle donc des actions précises. Et parmi ces actions-là, nous avons l'industrie du divertissement qui occupe une place de choix. Et le Festival du Rire fait partie de cette industrie du divertissement. Oui. Donc c'est juste le plan d'action du gouvernement qui est en cours de déploiement comme ça. Alors ce plan d'action vous a permis d'inviter des personnes de partout. Je dirais que vous avez pu dénicher des perles rares. Parlez-nous un peu de ce programme. Alors, le programme va commencer aujourd'hui, comme l'a souligné tout à l'heure votre consoeur. Oui. Ça démarre aujourd'hui par la masterclass qui démarre ce matin à l'Institut français. Ça va durer 2 jours. Oui. Et demain et mardi 2, nous aurons également la table ronde de l'humour africain. Oui. Et c'est seulement après cela que nous allons démarrer l'ouverture officielle au Dôme du Sofitel le 4 avec une soirée de gala où les grands noms sont attendus, Kev Adams, et il y a pas mal d'humoristes internationaux qui seront là. Évidemment, les Béninois seront là également. Oui. C'est pour déployer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan d'action du gouvernement qui veut faire du Bénin une place forte de foisonnement culturel permanent, ponctué de coups d'éclat périodiques. Et ce que nous avons aujourd'hui fait partie des coups d'éclat qui sont prévus pour l'année 2025. Et il paraît que Willy Dambo sera là pour l'animation? Oui, il sera aux manettes pour l'animation au Dôme du Sofitel. On ne le présente plus, mais il ne sera pas seul. Il aura d'autres grands noms que je vous laisse
Pour nous réserver une certaine surprise, on va dire. Une surprise. Alors, toutes les activités se déroulent au Sofitel ou pas? Non, c'est la soirée du 4 qui est prévue au Sofitel. Il y a également une soirée de gala qui est prévue au Palais des Congrès. Et il y a un village de l'humour qui est prévu également pour permettre à tout citoyen, à tout résident de Cotonou, à tout invité qui séjourne à Cotonou, de profiter également de cette ambiance qui est une ambiance particulière. Oui. Parce que, comme vous le savez, hein, le rire opère aussi comme catharsis sociale. Donc, il faut mettre en œuvre toutes ces instruments-là, toute cette mécanique pour permettre justement à nos concitoyens d'avoir accès à la culture. Comme dirait quelqu'un, Patrick Diossou, riez comme si votre vie en dépendait. Voilà, j'ai réussi à vous arracher un tout petit peu le sourire. Oui, Patrick? Oui, justement, non, c'est bon. Le sourire, c'est avant le rire, le sous-sol avant le sol, le soupir avant le pi, mais il n'y aura pas de soupir, il n'y aura pas de pi. Alors, lorsque l'on vous écoute, on a l'impression que Cotonou sera vraiment la capitale du rire, vous confirmez? Bien sûr, parce que c'est une opération qui est prévue pour durer. Ce n'est pas uniquement pour cette année, donc c'est un partenariat. C'est la première édition. C'est la première édition. Oui. C'est un partenariat qui nous permet d'installer durablement cette industrie au cœur de notre économie. Et cette économie fonctionne comme toutes les autres économies en mettant sur le marché des produits. Et ces produits sont des produits spécifiques qui seront rendus disponibles auprès des diffuseurs, que ce soit des télévisions, que ce soit également les réseaux sociaux, les plateformes de diffusion seront sollicités pour diffuser les produits qui seront mis sur le marché à partir de Cotonou. Un appel spécial pour conclure cet entretien? Un appel spécial, c'est demander aux Cotonois et je vais dire les Béninois en général, leur demander de faire le déplacement vers le village de l'humour parce que l'ambiance sera belle. Vous allez voir que les humoristes béninois également ont du talent. Des gens m'ont demandé s'il y aura Pipi Wabaro aussi sur scène. Il dit que le Pipi Wabaro sera présent au niveau du village de l'humour. Donc vous allez vous découvrir aussi des talents émergents que vous ne connaissez pas encore. Et il y a une académie qui est prévue pour former aussi les artistes de ce secteur-là. Une académie parce que faire rire ne s'improvise pas. Même l'improvisation en matière de rire ne s'improvise pas. Cela se planifie. Donc, cette académie viendra travailler durablement avec les artistes béninois qui, au contact avec les internationaux, feront rehausser la scène artistique, humoristique béninoise. Mais tout de même, c'est vrai que vous nous faites un peu languir, mais quelques noms quand même à l'international. Juste un, avant de nous quitter, William Kodjo, juste un, pour nous permettre de nous projeter un peu dans le spectacle. Patrick a cité tout à l'heure Willy. Moi, j'ai cité Kev. Willy est là en tant qu'humoriste ou en tant qu'animateur? Les deux. Ouais. D'accord. Oui. Et il y a Kev Adams qui est là, qui ne se présente plus. Donc, je vais taire les autres noms pour vous laisser le suspense. Vous faites bien, en tout cas. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin ce matin. Patrick Diossou, ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, ce sera tout pour cette actualité de rire et de sourire qui fait rêver. Nous avons une autre actualité. L'autre actualité, c'est que cette semaine encore démarre une grande manifestation dans la capitale touristique du Bénin. Quand je parle de capitale touristique, la capitale touristique aux 3 noms, ça fait quoi c'est? On quitte Cotonou pour... Ça fait Ouida. Ouida, bien sûr. Alors, dans cette capitale, nous avons l'UGDO, qui est l'Union générale pour le développement de Ouida, UGDO. Pour cette union générale, il y a le secrétaire général de l'Union qui sera avec nous tout à l'heure, qui est déjà en train de monter. Et il est en même temps le président du comité d'organisation de Glehouéhoué 2025. Avant de le recevoir, nous allons faire un tour pour demander à Marcel Arossi de nous rappeler ce qui s'est passé pour Glehouéhoué 2024. On le suit. Voici un symbole de l'alliance entre foi et tradition.
Tout commence à Ouida ce jour par une messe catholique. Le festival Glehwehwe, rendez-vous identitaire des ressortissants de Ouida, s'ouvre comme un pèlerinage culturel, célébrant les racines profondes de ce peuple au riche patrimoine. Héritage d'une histoire unique, ce festival se présente comme le miroir d'une unité malgré la dispersion géographique. Sur la scène officielle, les discours se succèdent pour un seul et même engagement, préserver et promouvoir cette richesse culturelle. Entre exposition d'artisanat et performances statistiques, le festival est aussi un marché vivant. Les artisans et artistes locaux y partagent les savoir-faire en mettant en lumière la diversité et le dynamisme de la culture de Ouida. Le festival Glehwehwe ne s'achève pas seulement sur une note de fête, mais aussi sur une promesse, celle de transmettre un héritage précieux aux générations futures. Un peuple fier de son identité, réuni autour d'une célébration qui transcende le temps et les frontières. Glehwehwe 2024 qui déroule, on va dire, le tapis rouge pour Glehwehwe 2025 qui s'annonce à grands pas. Et le compte à rebours a déjà commencé, Patrick Diossou. Oui, le compte à rebours a commencé et nous sommes à 72 heures. Nous recevons le président du comité d'organisation, Dr Bedo Vitor. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va être la différence entre Glehwehwe 2024 et Glehwehwe 2025 déjà? Merci, je salue tous les téléspectateurs. Il faut dire, n'est-ce pas, que chaque année, l'UGDO, l'Union Générale pour le Développement de la commune de Ouida, organise Glehwehwe. Et comme vous l'avez si bien dit, les années antérieures, on va dire depuis déjà 130 ans, puisque oui, c'est la 130e édition oui, cette année. Plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Un siècle. Voilà, parce que les filles et fils de Ouida réunis à Porto-Novo en 1896 ont mis en place un creuset qu'est l'Union pour les fraternels, n'est-ce pas, des Kpasevi. Et ça a évolué jusqu'à notre temps, où sous l'appellation de l'UGDO, chaque année, nous avons vraiment ce jour où tous ensemble on se réunit pour pouvoir célébrer le Glehwehwe. C'est vraiment une occasion, n'est-ce pas, de retrouvailles, de partage, de fraternité. Oui. Vous avez demandé qu'est-ce qui va changer cette année. Oui. En réalité, il faut dire, n'est-ce pas, que chaque année, nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir innover. Oui. Parce que l'année passée, comme vous le savez, il y avait, n'est-ce pas, un accent particulier qui a été mis sur les réalisations socio-communautaires. Oui. Nous avions pu identifier dans certaines écoles des problèmes où, en marge, n'est-ce pas, de la fête, on a pu nous mobiliser pour pouvoir doter ces écoles, n'est-ce pas, d'infrastructures. Oui. Et cela va continuer cette année. Ça va continuer cette année. Mais la particularité cette année, c'est un peu qu'à travers, n'est-ce pas, Glehwehwe, nous voulons faire découvrir, n'est-ce pas, l'art culinaire, les mets locaux, n'est-ce pas? Et le 6, qui est vraiment le grand jour, n'est-ce pas, de la fête, vous savez, n'est-ce pas, Glehwehwe offre à tous les participants, les mets locaux, comme les laits, comme les adowe, comme tous ceux qui sont les du haricot, et tout cela. Tout cela est au rendez-vous avec des femmes mobilisées. Fait à l'huile rouge. Tu ne manqueras pas ça. Ça donne déjà envie, Patrick Diossou. Voilà, les femmes sont déjà à pied d'œuvre, mobilisées, très nombreuses, n'est-ce pas, pour pouvoir offrir à nos invités et tout ce panel de mets locaux et pour qu'on puisse déguster. Parce que Glehwehwe 2025, c'est un peu révélé quand même l'Ouida à travers, n'est-ce pas, ses atouts touristiques et culinaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et ce n'est pas raté. Il n'y a aucune raison pour rater vraiment cette occasion. Et puis le dimanche. Et le dimanche. Oui. D'abord, il faut dire, n'est-ce pas, que ça commence déjà, comme vous l'avez bien annoncé, le mercredi 3 décembre, où nous avons dans la matinée les activités dans le cadre de l'environnement, la plantation, n'est-ce pas, au niveau des mangroves, etc., la salubrité dans tous les 10 arrondissements, n'est-ce pas, de Ouida. Et ensuite, à 15h, nous avons les concours de panégyrique avec inter-collèges, où nos enfants vraiment vont pouvoir faire valoir, n'est-ce pas, ce patrimoine. Et ça, c'est très intéressant.
Et juste après, n'est-ce pas, les concours panégyriques, nous allons procéder au lancement officiel à l'allumage, n'est-ce pas, de la flamme, n'est-ce pas, de l'espérance. Et il y aura une grande foire, n'est-ce pas, des artisans et qui va être installée. Et tout cela, le mercredi, ça va démarrer avec ce tableau. Le jeudi et le vendredi, le vendredi matin, et c'est l'occasion pour tous les membres de l'UGDO de l'Assemblée générale. Déjà à 9h, on serait à l'Assemblée générale. Et le samedi, on serait tous ensemble sur le site de Glehouéhoué, qui est juste derrière notre stade omnisport, n'est-ce pas, de Ouida, où nous allons maintenant, après, n'est-ce pas, la messe d'entrée, nous allons pouvoir recevoir des artistes. Nous allons essayer, n'est-ce pas, ensemble de pour l'apothéose. L'apothéose. On chante, on danse, on se laisse aller. Vraiment avec l'animation culturelle. Oui, et je crois que c'est dans cette ambiance-là, n'est-ce pas, de festivité que, évidemment, nous allons essayer, n'est-ce pas, de pouvoir déguster les mets jusqu'au soir. Et le dimanche, c'est le pique-nique. Tout le monde est sur la place avec encore, n'est-ce pas, d'animation culturelle, du zangbeto et tout le reste pour agrémenté, n'est-ce pas, le dimanche. Et le lundi, nous allons terminer par la messe. Alors, Patrick Diosso, j'ai une question. Vous parliez il y a un instant des enfants. Et ce que je veux dire, ce n'est pas spécifique hein, à Glehouéhoué. On a le sentiment qu'il y a une sorte de désamour des jeunes pour les associations, pour les fêtes identitaires. Qu'est-ce que vous faites vraiment pour intéresser les jeunes? Ça, c'est une très bonne question, puisqu'en fait, ils n'y participent pas, on a parfois l'impression que c'est pour personnes âgées. Excusez de peu, hein. Ma franchise sur ce plateau. Tout à fait. Oui. Mais par rapport à Glehouéhoué, depuis un certain nombre d'années, il faut dire, n'est-ce pas, que la mobilisation touche toutes les couches, n'est-ce pas, de la société, en réalité, de Ouida, puisque, vous savez, l'UGDO a des démembrements au niveau de chaque arrondissement. C'est les sections, n'est-ce pas, d'arrondissement de l'UGDO, avec les jeunes organisés, les femmes organisées, les artisans, les acteurs culturels. Et ce travail qui se fait déjà à la base par ces sections permet, n'est-ce pas, de pouvoir mobiliser ces différentes couches pour les faire participer. Et comme pour l'édition 2025, il y a des responsabilités, des rôles qui sont confiés aux jeunes, par exemple, aux acteurs culturels. Mais il faut plus d'activités aussi hein, qui intéressent les jeunes. Exactement. Les débats et autres, les longs discours, les conférences et autres, ça les ennuie un peu. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'en réalité, dans le programme, nous avons, vous savez, Ouida aujourd'hui, par rapport aux jeunes, il y a le sport, il y a par exemple la pétanque qui est très développée, dans un concours, n'est-ce pas, de pétanque qui va se dérouler. Il y a la marche de bien-être, et là, c'est pas seulement Ouida, c'est avec la fédération de tous les départements, ils vont venir pour faire la marche, n'est-ce pas, de bien-être. Il y a les jeux ludiques, il y a tout, on a une panoplie très riche. On va suivre ça de près. Il n'y a pas de souci. On va suivre ça de près, M. Bédo. Patrick Diosso, oui. Et ce qui est intéressant, il faut dépoussiérer un peu les fêtes identitaires au Bénin. Ce n'est pas spécifique au Glehouéhoué. Chez moi, par exemple, à Basila aussi, c'est le cas. On a le sentiment que les jeunes ne s'intéressent pas vraiment à cette fête qui, au fil des ans, n'est-ce pas, voilà, perd un peu de sa superbe. Oui, et chez toi, c'est Basilahoué? Non, c'est pas Basilahoué, ça s'appelle Walou. Et on s'apprête déjà de l'autre côté de Basila. C'est en décembre. Oui. Alors, je disais qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé pour Glehouéhoué, l'UGDO. Vous avez parlé des démembrements. Oui. Il y a aussi l'UGDO de la diaspora. De la diaspora. Oui. Il y a l'UGDO France. Dans tous les continents, nous avons l'UGDO, n'est-ce pas? Et tout cela, n'est-ce pas? Il y a la diaspora qui va se déplacer. Oui. Donc, en réalité, nous avons mis en place tout un dispositif pour les accueillir, pour les héberger dans les familles, etc. Donc, en réalité, c'est un grand rassemblement. Voilà. Et toutes les filles, les fils, les amis et les sympathisants de Ouida, quel que soit là où ils se trouvent, pour nous, c'est un jour où c'est très important. C'est le Kakplekple ensemble, une fois dans l'année. On se retrouve en famille, avec nos amis, avec nos enfants, pour fêter, vivre la fraternité et réfléchir développement. Parce que l'UGDO,
c'est l'Union pour le développement de la commune de Ouidah. Donc, c'est une opportunité. On ne fait pas que manger, pas du tout. On réfléchit aussi. Exact, voilà. exact. Et c'est un bon package. Merci à vous, Monsieur Guedo, Patrick Diossou. Oui. Ce sera tout, n'est-ce pas? Oui, on va juste dire tous à Glérouéroué 2025, n'est-ce pas? C'est du 3, c'est du 3 au 7 décembre. Et la bande ABLB, toujours au taquet, prêt à servir, sera là pour vous soutenir. Formidable, formidable. Alors, Patrick Diossou, un événement à ne pas rater. Ce qu'il ne faut surtout pas louper, c'est la rubrique à venir. On s'y retrouve. La pâtisserie sans gluten, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec Immaculée Gomez, notre réussite du jour. Amandine Niamboussou, c'est quoi déjà le gluten? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve souvent dans le blé ou bien dans d'autres céréales. Oui. Et c'est le gluten qui donne également au pain son aspect élastique et moelleux. Et il faut tout de même préciser que tout le monde ne le tolère pas, le gluten, bien sûr. Pour certaines personnes, la consommation du pain à base de gluten engendre des problèmes de santé. D'ailleurs, la santé de plus en plus d'individus est aujourd'hui affectée et cela ne laisse pas indifférents les professionnels, bien sûr, de la pâtisserie. Et c'est le cas de Madame Immaculée Gomez qui propose une alternative au gluten dans la préparation des produits de pâtisserie. En l'occurrence, elle le fait avec des farines locales et à base surtout de patates douces. Une réussite que nous avons décidé de partager ce matin avec vous et avec vous, chers téléspectateurs. Madame Immaculée Gomez, vous avez décidé de faire désormais de la pâtisserie sans gluten. Quand on parle de pâtisserie sans gluten, qu'est-ce qu'on y met exactement? Par principe, la pâtisserie sans gluten, c'est une pâtisserie qui exclut toutes les farines qui contiennent du gluten. Et la plus connue, c'est le blé, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans mon travail, je privilégie énormément les farines sans gluten locales. Mais étant donné qu'on est au Bénin et que la majorité des farines disponibles localement, que ce soit des céréales ou des tubercules, sont naturellement sans gluten, il allait de soi que Wally allait travailler avec ce type de farine-là. Et pourquoi avoir choisi la patate douce? On m'a diagnostiqué une hypersensibilité au blé au milieu de mon adolescence à la suite de plusieurs crises de constipation chronique. Donc, je précise que l'hypersensibilité est différente de l'intolérance. L'intolérance, c'est que je ne peux pas en manger du tout, mais l'hypersensibilité, je peux en manger, mais ça a des incidences quand même sur ma digestion. Donc, la seule solution qu'il y avait, étant donné que c'est une maladie chronique, il fallait simplement supprimer tout ce qui cause ce problème-là de mon alimentation. Et étant donné que je viens d'une famille épicurienne, ma mère restauratrice et qu'on aime énormément bien manger, pour moi, il était totalement inconcevable de me restreindre au niveau alimentaire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à toutes les alternatives locales qui existaient. Et à l'époque, il n'y avait que le manioc qui était travaillé en quelque sorte, mais uniquement en boulangerie. Et on lui a associé encore le blé à 75% environ. Et il faut savoir aussi que on m'a diagnostiqué une maladie hormonale qui induisait un problème d'insuline. Donc je devais aussi contrôler du côté de mon insuline, de sucre dans le sang. Et dans mes recherches, je me rends compte que la patate douce n'était pas très valorisée, alors que sous d'autres cieux, elle était en farine, en pâtisserie. Et le plus intéressant, c'est que son index glycémique correspondait très bien à ce que moi je cherchais comme alternative. Et je me suis dit, bon, si il y a des gens comme moi qui recherchent des solutions et moi je les ai trouvées, pourquoi ne pas mettre ces solutions-là à leur disposition? Et avec la farine de patate douce, quels sont les produits que vous proposez? La farine de patate de sol
n'arrive pas à obtenir certains résultats à cause de sa texture. Donc, la demande en pain à base de patate douce était très forte. Mais quand j'ai fait les tests, en termes de goût, ça allait, mais la texture, ce n'était pas ça. Donc, et il fallait quand même rester sur quelque chose avec un index glycémique assez gérable. Et j'ai associé, au lieu du riz, j'ai associé avec le fonio, qui était quand même beaucoup plus intéressant que le riz. Et on est quand même arrivé à un résultat beaucoup plus satisfaisant. Donc là, c'est le mélange. Et on ne peut pas faire ce métier-là quand même sans avoir un minimum de connaissances en boulangerie classique, c'est pas possible. Maintenant, après les règles de réalisation du pain sans gluten n'ont pas grand-chose à voir. C'est quoi votre formation de base? Je suis titulaire d'une licence en administration générale, mention diplomatie et relations internationales à l'INAM. Comment on quitte la diplomatie pour devenir une pâtissière ou une boulangère? pour faire une activité qui a du sens en fait. Et moi j'ai tout de suite compris que c'était ça ma vocation. Vous donner de sourire aux gens qui n'ont plus mangé du pain depuis des années. Et des anecdotes comme ça, j'en ai énormément. Des gens qui ont arrêté le gluten mais qui n'ont pas trouvé d'alternative sur le marché qui soit intéressant. Parce que la problématique avec le sans gluten, ce n'est pas seulement de proposer des solutions alternatives, c'est de proposer des solutions qui rappellent aux gens le goût et les textures qu'ils ont quand ils mangeaient du pain à base de blé ou des produits à base de blé. Donc il faut non seulement que ce soit intéressant pour leur organisme, mais aussi gustativement. Donc c'est tout ce challenge-là qu'on rassemble dans les produits qu'on formule pour que ça soit le plus proche possible du blé, mais sans la problématique du gluten. Puis on fait du pain, on fait des baguettes, on fait du pain viennois, on va faire tout à l'heure, on fait du pain burger, on fait des pizzas, on fait des pastels, on fait des cupcakes, des gâteaux d'anniversaire, des madeleines, des crêpes. Voilà, à peu près on fait des pancakes, on fait des box petit déjeuner aussi. Parce que le problème aussi quand on est sans gluten et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, quand on sort de la maison le matin, quand on a une activité ou des courses à faire, c'est très difficile de trouver quelque chose le matin si c'est pas de la bouillie. Mais quand c'est des choses de pâtisserie comme ça, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une question de santé publique et une question de bien-être, sachant même que les farines sans gluten, au-delà des dépourvues de gluten, sont beaucoup plus riches en fibres. Donc pour ce qui est du champ de la digestion, elles sont beaucoup plus bénéfiques. Et si on part sur le créneau du goût déjà, les palettes de saveurs sont beaucoup plus larges avec les farines locales. Je mets vraiment un point d'honneur à travailler mes recettes. Chaque produit qui sort, c'est un produit dont la recette a été longuement travaillée pour aboutir à un résultat satisfaisant avant son lancement. On est limité aujourd'hui par rapport à la demande qu'on a. L'idée, c'est vraiment d'industrialiser ou de semi-industrialiser la production, notamment au niveau de la farine, parce qu'on vend des farines aussi. L'objectif en 2026, c'est déjà d'avoir une représentation physique où les gens peuvent venir acheter leur pain comme dans une boulangerie classique et à court terme d'avoir un site de production aux normes avec l'autorisation du monsieur le marché pour pouvoir vendre nos farines dans les surfaces. Je considère que c'est maintenant que Welly a commencé son activité et réussi non pas encore. J'ai encore beaucoup de rêves en tête, j'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie de faire et toutes les avis en 2026.
2027 jusqu'à 2030, je pourrais estimer que j'ai réussi mon travail. Et aujourd'hui, il y a tellement de ressources en Afrique que c'est aberrant de voir dans le panier du Béninois moyen 70-90% de produits ultra transformés ou venus d'ailleurs. Et il suffit de voir ce que les petites et moyennes entreprises font de merveilleux localement et de comprendre que on peut se nourrir, s'autosuffire localement. Il suffit de se donner les moyens d'y arriver. La pâtisserie sans gluten avec sa reine, tout simplement, on va dire, Immaculée Gomez. Oui. Alors, vous avez dû en goûter, n'est-ce pas? Franchement, c'était du bon. C'est comment? C'était du bon. C'est vrai, ça? Franchement. Et il faut dire que ce qu'elle fait est tellement intéressant. Elle fait des gâteaux, des madeleines, de la pizza avec la farine de patate douce. Donc, on peut se nourrir avec ce qu'on a chez nous. Ici au Bénin. Qui c'est qui l'a déjà goûté? Patrick Diossou, heureuse d'Alandais, toi? Non, pas encore, moi. Tu en as fait l'expérience? De retour du reportage, c'était impec. Et la saveur Ah oui, intéressant quand même, c'est intéressant. Aussi intéressant que la pâtisserie avec gluten. Aussi intéressant que la pâtisserie avec gluten, parce que ce qu'elle a fait, elle ne s'est pas levée un beau jour pour dire, bon, je vous propose du pain, par exemple, sans gluten, ou bien du pain viennois sans gluten. Elle a fait des tests. Et comme toute activité, elle a fait des tests, elle échoue, elle reprend, elle dose. Voilà, donc avec le temps, elle s'est améliorée. Et son objectif, c'est d'offrir à ses clients le goût. Parce que quand vous mangez du pain basique, il faut quand même retrouver ce goût du pain-là dans le pain sans gluten. Et le goût est demeuré? Le goût est demeuré. Moi, j'ai goûté au pain viennois. D'accord. Franchement, c'était du bon. Vous avez adoré. Oh là là, nous qui n'y étions pas, là, on a aussi envie. Alors, ce type de pâtisserie, Amandine Aniambossou, s'adresse à quelle catégorie de personnes? C'est vrai qu'elle en a brièvement parlé. Ça s'adresse, par exemple, à ceux qui ne tolèrent pas le gluten. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre l'incident avant de commencer par adopter de bons comportements? Donc, on peut dire que cette pâtisserie sans gluten s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Vous pouvez en consommer. C'est quoi les avantages? Les avantages, c'est que d'abord, le pain basique, quand vous finissez de manger, ça vous boue l'estomac. Alors que avec le pain sans gluten ou bien la pâtisserie sans gluten, vous avez la digestion très facile. D'accord. Parce que vous savez, c'est le gluten qui donne le côté élastique au pain basique, comme on l'avait dit. Donc, sans le gluten, vous voyez que ça coule normalement. Exactement. Patrick Diossou, oui, cela signifie qu'il n'y aura pas de constipation. Voilà, il n'y aura pas de constipation, ni de ballonnement et tout. C'est que vous mangez, vous digérez facilement. On va l'adopter, on va l'adopter. Moi, je vais le faire. Mais il faut dire, on va l'adopter. C'est plus cher ou sûrement, ça doit être nécessairement la baguette plus basique est peut-être à 125. Alors que ici, la baguette de pain qu'on vient de voir, par exemple, 2, c'est à 2500. Pardon, je n'ai pas entendu. 2 baguettes. Oui, 2 baguettes de pain sans gluten et à 2500. Dis donc, et quand vous voyez dans les supermarchés et autres, par exemple, la baguette de pain sans gluten, vous trouvez ça à 1200, 1300. Donc, elle reste quand même dans la norme. Parce que... Mais ce n'est pas à la portée, c'est pas aussi à la portée de tous. Parce qu'il faut travailler les farines. Si vous voyez dans quelles conditions, il faut nettoyer les patates douces, râper, déshydrater de manière artisanale. Donc, tout est fait à la main. Et elle a également de la main-d'œuvre. Donc, il faut payer tout ça. Donc, c'est tout ça qui joue sur le prix du produit fini. Et c'est du blé? En fait, c'est du blé? Il n'y a pas de blé. Elle n'utilise pas de blé. Elle utilise la patate douce. Par exemple, le pain baguette. C'est un mélange de patates douces avec la farine de folio. Parce que la patate douce ne donne pas cette élasticité. Donc, elle a dû combiner la patate douce avec la farine de fonio. Et vous connaissez le fonio, la difficulté pour nettoyer le fonio avec tout le sable qui se retrouve dans le fonio. Donc, imaginez la quantité de travail derrière ce qu'on vient de voir. C'est testé, c'est approuvé par notre... Et validé
Par 100%. Amandine Moi, il paraît que j'ai des papilles gustatives gourmandes. Ah oui, qui c'est qui l'a dit? Bon, allez. Eman Amega. Eman Amega, que nous saluons par ici. Merci en tout cas pour cette belle découverte, Amandine Aniambossou. À l'occasion, voilà, on se fera le plaisir, non? Adoptez désormais de la pâtisserie sans gluten, manger sain, manger bien. Nous vous envoyons en mission. À partir de demain, venez sur le plateau avec du pain sans gluten. Elle n'est pas immaculée, Gomez. Merci. Et donc, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2025 et c'est un tout nouveau mois. Et cette date, vous le savez, rappelle cette lutte, ce combat de vieille date, n'est-ce pas? La lutte contre le VIH-Sida. Et donc, nous allons parler, chers amis téléspectateurs, de ce sujet. Est-ce que ce mal existe toujours? C'est vrai que la sensibilisation donne, on a le sentiment en tout cas que la sensibilisation a un tout petit peu baissé. Heureuse d'annoncer, nous en dira un peu plus juste après ceci. Heureuse d'annoncer. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Bien sûr. Et en tant qu'experte, on va dire non. Experte, non? Spécialiste, en tant que spécialiste des questions de santé. Vous avez bien voulu coller à l'actualité, nous parler, n'est-ce pas, du VIH et du sida en 2025. Bien sûr, en 2025, on aurait pu avoir le président du conseil d'administration de l'association béninoise des porteurs des personnes vivant avec le VIH-Sida. Malheureusement, pour des raisons que j'ignore encore, on n'a pas pu l'avoir ce matin. Mais n'empêche, nous allons tenir la rubrique. Et il faut dire, comme vous l'aviez déjà notifié, est-ce que cette maladie, ce mal-là existe toujours? On n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler. Il fut un temps, c'était courant à la télé, à la radio, un peu partout. On en parlait. Avec des véhicules qu'on voit circuler à travers tout le pays. Et il y avait d'innombrables projets, n'est-ce pas? C'était le mal du siècle, dans ce sens, oui. La COVID-19 est venue ravir la vedette au VIH-Sida. Tellement de maladies. Oui. Aujourd'hui, le mal existe toujours. Nous allons d'ailleurs écouter un des porteurs de ce mal-là qui nous dit un peu ce qu'il pense de cette réalité situation. De vie. Aujourd'hui, ce qui a changé depuis qu'on a déclaré la présence de ce mal-là au Bénin jusqu'en 2025, ce qui a changé. Nous allons l'écouter et on revient. Je dirais aujourd'hui que la prise en charge, ce n'est plus seulement les ARV et les médicaments, mais c'est aussi la prise en compte d'autres aspects, comme les aspects sociaux, psychologiques et tout ça. Donc, les besoins vraiment pressants et qu'il y ait vraiment un coup d'œil particulier en ce qui concerne les autres aspects de la vie des personnes avec le VIH. Pas seulement les médicaments de manière quotidienne, mais aussi la vie en général, comment est-ce qu'ils se sentent de manière... En parlant de santé mentale, il y a déjà des campagnes de sensibilisation qui sont faites et aujourd'hui, c'est vrai que la stigmatisation, la discrimination sont encore des fléaux, mais par rapport à quelques années en arrière, c'est quand même amélioré. Mais nous continuons la lutte pour que cela soit complètement éradié de la vie des personnes avec le VIH. Parce que une chose est d'accepter qu'on a le VIH, l'autre chose est d'accepter qu'on soit sous traitement et la troisième est de pouvoir vivre avec le regard des autres. Donc, si la stigmatisation fait son poids sur les personnes, c'est vraiment plus difficile de vivre avec et de vivre quotidiennement avec. Le VIH, aujourd'hui, est contrôlé. Il est contrôlé. Je dirais qu'il est contrôlé parce que les personnes qui vivent avec le VIH peuvent vivre très longtemps tant qu'ils sont sous traitement et qu'ils sont vraiment observants à leur traitement. Donc aujourd'hui, le VIH n'est plus un fléau, comme on le dit. C'est devenu une maladie aussi courante qu'autre. Et ce n'est même plus une maladie, à vrai dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment question de s'inquiéter quand on a le VIH, mais le plus important, c'est d'être observant à son traitement et tout va comme ça devrait aller. Aujourd'hui, je retiens qu'on n'en meurt plus, hein? Non. Pas du tout. Le VIH ne tue plus aujourd'hui. Tel que c'était avant. Si D'accord. vous faites un réel suivi de votre situation sanitaire, si vous prenez conscience de cela et que vous faites le suivi comme il se doit, ils sont pleins
partout où nous sommes aujourd'hui, il y a peut-être un porteur de ce virus-là ou on ne le sait pas parce qu'ils se traitent bien. Ils se traitent très bien. Ils sont même mieux portants, sinon très bien portants que des personnes qui ne Au moins, ils connaissent le statut sérologique, Au moins, ils connaissent le statut sérologique. Avant, lorsque vous voyez des personnes en grippe chétive et autres, en même temps, on dit... Il a le sida. Mais dès que tu tombes un tout petit peu malade et que tu maigris abondamment, il y a des doutes, comment ça jase, on se dit, ah ben tiens, est-ce que... Telle personne n'a pas attrapé le VIH par hasard? Exactement. Ah ben non, ça a changé aujourd'hui. C'est vrai qu'avec le temps, beaucoup de choses ont changé, à savoir comment le test se fait, la prise en charge se fait, mais la stigmatisation demeure. Il suffit juste qu'on sache que vous portez le VIH, que vous êtes sidéen, et puis vous constatez en même temps on s'éloigne de vous. Alors, c'est quoi la différence entre être porteur du VIH et être sidéen? Être porteur du virus, c'est avoir le virus. C'est quelqu'un qui vit avec le virus. Et aujourd'hui, beaucoup sont porteurs du virus. Raison pour laquelle on les appelle les PVVIH. Beaucoup sont porteurs du virus. Mais ils n'ont pas le sida. Ils n'ont pas le sida. Ça évolue à la maladie. Là, on dit que vous avez le sida. D'accord. Ça, c'est un stade, on va dire, stade élevé. Donc, c'est quand on ne suit, par exemple, pas le traitement la maladie adéquat. peut se développer et aller au stade de sida. Donc, c'est deux choses bien différentes. On préfère avoir des PVVIH. C'est mieux, n'est-ce pas? Où la situation est contrôlée. Mais aujourd'hui, au Bénin aussi, on peut dire que la situation est maîtrisée à travers les actions au niveau politique, au niveau étatique. On est à 1%, selon les informations de l'OMS et du ministère de la Santé. Le mal est contrôlé. On est à un taux de 1%, mais il faut quand même dire qu'il y a des disparités importantes qui existent, notamment... Selon les zones? Selon les zones et selon selon la population. Lorsqu'on prend par exemple les personnes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ça devient grandissant sous nos cieux. Dans le milieu de l'homosexualité. De l'homosexualité, on est à environ 8,3%. On est à 8,3%. Maintenant, il y a également les travailleuses de sexe qui sont également concernées. Et à ce niveau, la prévalence était en 2021 de 7,2% contre 8% en 2017. Donc, ça baisse quand même. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Maintenant, il y a également les jeunes qui sont de plus en plus concernés par la situation aujourd'hui, les jeunes de 15 à 24 ans, où la prévalence est estimée à 0,3%. Et là, on était en 2017. C'est des chiffres de 2017. Mais quand même, c'est stabilisé. D'accord. C'est stabilisé. Je vais nous inviter, sinon, avant même vous inviter à suivre comment le test se fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà eu à faire l'expérience du test? Ah non, n'en parle pas. N'en parle pas. Mais pourquoi? C'est traumatisant. C'est traumatisant. Franchement. Le test et maintenant aller prendre le résultat. Qu'est-ce qui est plus traumatisant? Les deux. Ça commence par le test. Aller prendre le résultat qui est plus traumatisant. En fait, le test, on y va confiant et tout. Non, mais dès que vous faites dès qu'on vous dit, écoutez, madame ou monsieur, il vous faut faire votre test de VIH-Sida, dans la tête déjà, il y a comme une panique qui s'installe. C'est vrai que bon, quand on a une certaine hygiène de vie, bon, on est tranquille, on est apaisé, mais on n'est jamais sûr. Hein? C'est vrai. On n'est jamais sûr. Mais vous savez que la première fois, par exemple, moi, j'ai eu à faire le test du VIH, c'était au collège. D'accord. C'était même en terminale. Oui. Parce que quand je voulais y aller, les camarades me disaient, mais pourquoi tu veux faire? Parce qu'on était là, les gens sont venus, on nous a dit, bon, il y a une équipe qui est là. C'était pas une obligation, C'était pas une obligation, vous pouvez aller faire le test. Toute confiance, je dis, allez faire mon test. Mais mes camarades ont tout fait pour me décourager, tu es en terminale, et si jamais, bon, il faut le faire un jour ou l'autre. C'est ça. Mais à l'époque, Amandine était beaucoup plus sage. Je suis toujours sage. Non, mais en fait, le problème aussi était quoi? Quand vous dites, je vais faire mon test, en même temps, on se dit, ah ben là, il a eu des rapports sexuels. C'est ça, en fait. Et quand vous êtes très jeune, tu te lèves pour dire... Alors que ce n'est pas que ça. En fait, on commence à se poser des questions. On se dit sans doute, avez-vous beaucoup de partenaires? Il y en a qui m'ont appelé, mais pourquoi tu veux faire le test? J'ai dit, mais on a dit d'aller faire le test. Oui, mais ce n'est pas que ça. Mais à l'époque, question de curiosité. Amandine était-elle... Et Rachid? Non, mais il faut dire que... Contacter le virus, ce n'est pas forcément par des rapports sexuels. Ça, en fait. Beaucoup ne et là, ça a été dit, ça a été répété, mais n'empêche
À l'hôpital, par exemple, tu peux contracter le mal. On se par la rappelle... salive, par le seringue. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir sur les modes de transmission de la maladie. Parce qu'il faut enlever de la tête des gens que c'est seulement quand vous allez au CES que vous pouvez attraper le VIH. Oui. Parce que l'objectif, c'est oui, je me souviens de la publicité anti-sida du Poisson Mombi. Change-moi la lame. Change-moi la lame. Sacré. Même chez le coiffeur, c'est une pub. Vous pouvez attraper qui a marqué franchement c'est ça qui était les générations. Ça permettait à tout le monde de savoir que ce n'est pas seulement les rapports sexuels qui poussaient à avoir le sida, le VIH-Sida. Il faut franchement féliciter l'État béninois qui a porté ce combat vraiment à bout le bras. Oui. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un centre de santé, je crois que le test est systématique. Quand on ne vous dit rien, c'est que vous n'avez rien du tout. C'est quand on vous appelle dans la salle avec l'enveloppe. Il faut passer voir. Le médecin a besoin de vous entendre. Et puis quand on est donneur de sang, c'est systématique. Moi, je suis donneur de sang et puis systématiquement, c'est renouvelé chaque fois. Mais il y a une chose... Et surtout, vous êtes sage aussi. Oui, très sage. C'est vrai ça. Oui. Patrick. Il y a une chose que je retiens, j'ai retenu. La première fois où on m'a dit de faire le test, je voyageais. Je devais voyager. On a dit, il y a parmi les documents fournis le test du sida. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Et quand je disais, il n'y a pas de souci, celui qui donnait, il dit, bon, il n'y a pas de souci? J'ai dit, oui. Pourquoi vous êtes étonné? Je suis donneur de sang. Et en tant que donneur, je ne peux pas m'amuser à faire quelque chose qui puisse m'empêcher de continuer à être donneur. Il dit, d'accord. Mais ce n'est pas suffisant. Certains sont donneurs et pourtant, j'ai dit, ce sont eux. Ils sont et pourtant. Moi, je ne suis pas et pourtant. Non, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a même plus tout ça, plus de crainte. Le test se fait de façon personnel. Nous avons des autotests aujourd'hui. Dans les pharmacies. Partout, vous pouvez acheter votre test, un peu comme un test de grossesse que vous faites et puis vous savez, dans votre chambre, les 4 coins de votre mur, vous seul, vous savez à quoi ça ressemble. C'est important de connaître son statut. C'est important. Obligatoire. On le dit souvent, nous sommes tous on est des malades ambulants. On s'ignore en fait. On est des malades, on s'ignore, on est des malades ambulants. Et c'est important de connaître son statut. Moi, je dirais que c'est obligatoire. Là, on sait comment on est pour éviter. Il ne faut pas hésiter, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Alors, on va suivre un autre. On va suivre comment le test, parce qu'il y a le test sanguin, le test pas salive. Je vais vous proposer de suivre déjà le test pas salive, comment ça se fait, et on revient. J'ai envie de dire, c'est simple, c'est rapide, puisque ça ne prend pas beaucoup de temps, et c'est efficace. Et c'est courageux. C'est courageux. Effectivement, parce que quand on faisait l'élément certain, on dit, mais on ne connaît pas son résultat. En fait, c'est aussi ça. Quand on va faire le test, tout le monde s'attend à quel résultat vous avez. Mais dans l'élément, on nous a montré différents résultats qu'on pourrait avoir. Mais tout le monde s'attendait à avoir le résultat qu'il a eu. Oui, écoutez, c'est ou négatif ou positif. C'est l'un ou l'autre. Et c'est un peu comme on le disait, le test pour la grossesse. Quand, même si c'est un semblant de trait, c'est un semblant de trait considéré que c'est positif. Quand tout est... On peut avoir peut-être les images. Quand vous n'avez carrément pas de trait, il faut reprendre le test. Donc, l'autre chose, c'est la psychologie qu'il faut avoir, le mental qu'il faut avoir lorsque vous faites le test et que vous constatez que c'est positif. Et c'est là on va inciter les citoyens à être volontaires. Lorsqu'ils constatent que le test est positif, à systématiquement se rendre à l'hôpital pour vérifier, se faire prendre en charge, pour déjà refaire le test, confirmer ce qui est fait, et maintenant pour, si c'est confirmé, de faire se faire soigner. Oui. Parce que ce qui est encore présent, c'est que certains se connaissent porteurs du virus, mais ne le déclarent pas. Oui. C'est grave. Ça. Oui, il y en a qui on déclare porteur du virus, ils commencent le traitement et ils disparaissent. Ils ne vont pas jusqu'au bout du traitement. Il y en a qui ne commencent même pas le traitement. Ils disparaissent dès qu'ils apprennent qu'ils sont porteurs et ils prennent la tangente.
ou la poule d'escampette. Alors, heureuse, un autre sujet, oui, toujours sur la par rapport au thématique. test. Si vous ne voulez pas faire par salive, il y a également le test sanguin qu'on peut faire. Et je nous invite à suivre comment ça se passe aujourd'hui. Le VIH et le sida sont des maladies totalement maîtrisées. On n'en meurt plus, on peut vivre autant d'années que possible avec ce mal, heureuse d'annoncer. Il faut le savoir, il faut qu'on le martèle, n'est-ce pas? Pour que... On doit travailler aujourd'hui sur la stigmatisation. Tout simplement, sinon, c'est devenu comme une maladie ordinaire. C'est comme le paludisme. Oui, comme le paludisme. Et aujourd'hui même, je dirais même que le paludisme tue maintenant beaucoup plus que le sida. Oui. C'est l'une des maladies qui tue beaucoup plus d'ailleurs. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'on va rappeler, on a eu à la fin du test sanguin, mais il faut rappeler que si le délai de 3 mois est respecté, on peut dire que le résultat est négatif. Et c'est-à-dire quoi? Si vous pensez que vous avez été exposé au virus, c'est-à-dire un rapport sexuel peut-être avec quelqu'un en qui vous n'avez pas si tant confiance, un rapport sexuel non protégé, peut-être la lame ou chez le coiffeur où vous n'êtes pas sûr de tout ça, attendez au moins 3 mois avant de faire votre test. Sinon, si avant 3 mois vous faites le test et que c'est négatif, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, si ce délai n'est pas respecté, il faut considérer que le résultat n'est pas fiable et il faut aller à l'hôpital pour un test. Pour confirmer quand le test est positif. Ou infirmer aussi, pourquoi pas. Ou infirmer aussi, quand le test est positif à votre niveau. Et surtout, comme j'aime bien le dire, chers amis, ayez une bonne hygiène de vie, c'est important. Il ne sert à rien de multiplier les partenaires au coin des rues à chaque mission. Non, pas du tout. Il faut décourager cette pratique-là. Et l'autre chose aussi, quand on va faire nos ongles, il faut y aller avec son kit. Parce que parfois, on y va. Et je pense que les dames, elles le recommandent d'ailleurs aujourd'hui. Elles en vendent. Pas toutes. Il y en a des fois, si tu n'insistes pas, c'est qu'on te prend ce qui est déjà usagé et c'est avec ça, on veut te nettoyer les ongles. Il faut refuser à chaque fois. Ce n'est pas qu'au niveau de l'esthétique et au niveau de la manicure et autres, mais même au niveau de la coiffure. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont leur kit.
leur tondeuse et tout ça. Et c'est avec ça ils vont chez le coiffeur. Et tout ça, ça vous préserve de ces genres de problèmes de santé. Prendre ces précautions, ça ne coûte rien, ça vous protège et ça protège votre famille, c'est essentiel. Merci en tout cas, heureuse d'annoncer pour cette rubrique très instructive. Je le rappelle, le sida existe toujours. Il n'a pas totalement disparu. Non. Alors faites attention à vous, mesdames, faites attention à vous. Messieurs. À présent, si vous le permettez, ma bande à BLB, n'est-ce pas, toujours au taquet, prête à servir. À présent, on va faire un clin d'œil à une dame, Eden Food, qui vient de réussir, on va dire brillamment, n'est-ce pas, Amandine Anbiambousou, brillamment le challenge des 100 marmites en 24 heures. Elle en a fait au total 105. Elle en a fait 105. Annick Love, pour le cas qu'on a reçu, bien entendu, sur ce plateau, elle a décidé de relever le défi des 100 marmites en 24 heures. C'était le samedi dernier au Canal Olympia. Elle a dépassé même son défi. Elle a fait 105 marmites en moins de 24 heures. Parce qu'elle devait terminer à 7 heures, mais je crois qu'elle a fini vers les 3 heures du matin, 4 heures du matin. On va dire en tout cas sur ce plateau, on va dire bravo à cette Agodier, cette Amazon. Elle pas donné à tout le monde. Elle a démontré combien, très honnêtement, la femme béninoise est brave. C'est mon avis. Heureuse, pas d'accord? Je suis d'accord. C'est vrai que je n'ai pas suivi cette actualité-là. On était là lorsqu'elle a fait l'annonce. Elle est venue faire l'annonce, mais je n'ai pas suivi. Donc, on va vous permettre alors de voir un peu en image ce qu'elle a pu réaliser le samedi dernier au Canal Olympia de Cotonou. Pas évident, en tout cas, pas évident de rester derrière les fourneaux à cuisiner. De 7 heures sous le soleil, oui, franchement. Sous le soleil, parce que là où elle a préparé, mérite, il n'y avait même pas d'abri. Donc, elle a préparé sous le soleil. Et vous allez voir les marmites tout autour d'elle. Donc, on s'est tous préparés. Mais ça, là, il faut du courage. En fait, elle s'est challengée. Elle a dépassé elle-même son pronostic. Voilà un peu. On peut mettre ça dans un Guinness Record. Mais justement, c'est ça. Le Guinness Record a ses règles, en fait. Chef. Oui. Et ça a ses règles également. Je vois les autres cuisiner sur plusieurs jours. Est-ce qu'elles ont ou ils ont déjà pu cuisiner autant de repas en elle en 24 heures? C'est ça, je demande s'il faut mettre ça dans le Guinness Record. En fait, il faut également dire que ce qu'elle a préparé, on a envoyé ça dans les orphelinats, dans des hôpitaux, dans les centres psychiatriques. Et ce n'est pas seulement à Cotonou. C'est qu'il y avait des tickets que vous payez. Par exemple, si Heureuse prend des tickets,
elle va prendre son lot. Elle peut aller dans un orphelinat en dehors de Cotonou pour partager. Donc, pratiquement, c'est la moitié du Bénin qui avait mangé le samedi. Ils étaient nombreux. Hein. C'est vrai qu'à l'origine, c'était destiné aux orphelins. Mais ceux qui étaient sur place également ont mangé. Oui, oui, c'est qui étaient sur place. On a vu des personnes, des citoyens bien habillés, garer des voitures pour se faire plaisir. En tout cas, une fois encore, bravo. Et ça, il faut féliciter également la solidarité du Béninois. Bien sûr, parce que ce qu'elle a fait, elle a eu du monde autour d'elle. La mobilisation, des gens sont sortis de chez eux avec leur voiture pour récupérer les nourritures, pour aller distribuer. Parce que s'il n'y a pas cette solidarité, c'est qu'elle va préparer et la nourriture va rester sur le site. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Mais moi, je pense qu'on a l'habitude, oui. Une question. Toutes ces marmites-là, ça a a été loué. Qui va les laver parce que... d'annoncer, mais comment on sait ça, nous, sur ce plateau? C'est ce qui vient après la salle qui me fait peur. En tout cas, c'est ça. Non, ce qu'on va faire, de samedi à aujourd'hui, c'est sûr que les 100 marmites sont déjà lavées et bien on va peut-être l'inviter ici pour faire le service après-vente de cette action sociale. Franchement, bravo, bravo. Et pendant qu'on parle de Eden Food, pensons aussi, n'est-ce pas, à notre chef, Kate Sonon, l'autre Amazon, qui veut, elle, définitivement inscrire le Bénin dans les livres d'or de World Guinness Record. Oui. Elle s'est lancé le défi de faire le plus long marathon culinaire, le Guinness World Record. Et ça démarre ce soir à 19h au Palais des Congrès de Cotonou. Ah, mais c'est intéressant. D'accord, ça démarre aujourd'hui. À 19h. Et pour 15 jours, n'est-ce pas? Au moins 15 jours. Au moins. Au moins 15 jours, parce que comme on l'avait dit, elle veut dépasser le record actuel. Donc, tant qu'elle prépare et qu'on valide un record, elle continue. Parce que vous savez, le Guinness Record, c'est genre... Vous pouvez pas... la Togolaise qui a fini la dernière fois, elle a fait 336 heures. Je crois qu'elle a fait finalement 360 heures. Mais le Guinness peut ne pas valider toutes ces heures. Parce que c'est pour ça, on va demander à notre chef de prendre ses précautions. Et de respecter. Oui, quand c'est pas sa pause, par exemple, s'il y a des artistes qui prestent, il ne faut pas qu'elle laisse le travail pour danser et autres. Il faut être concentré jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez voir que pour le Guinness World Record, plutôt, tout est hermétique. Fermé. Oui, donc celle qui prépare reste à l'intérieur, elle peut se faire assister, mais le public est au dehors. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de 15 jours non-stop. Il n'y a pas de répit. Il y a 5 minutes de pause par heure, mais elle peut rassembler les 5 minutes de pause par heure et en une journée, ça lui fait faire un petit somme, 2 heures de pause. Oui. De quoi se donner un peu d'énergie. Voilà, donc sur la route. Ça va se passer au Palais des Congrès. Et à partir de ce soir, à 19h, et vous allez au Palais des Congrès, il y a déjà des gens qui se sont déjà installés. Et qui attendent. C'est la première fois quand même que le Bénin se lance dans cette catégorie de Guinness World Record. Allez, Kate Sonon, il faut le savoir, on te soutient. Et il faut également dire que le mois de décembre est quand même riche en festival. Voilà, parce que juste après Kate Sonon, il y a également le festival culinaire. Une autre chef qui s'est lancé le défi de dresser 72 mètres de grillade. On va y revenir plus tard. Donc, juste j'ai envie de dire, le Bénin est en mouvement réellement. Le Bénin est en mouvement. Et quand le génie créateur béninois se révèle, ça donne tout ça. C'est le monde entier qui tremble. C'est le monde entier qui tremble. Et donc, Kate Sonon, l'Afrique, le Bénin et le monde entier te soutient. Et on attend en tout cas de voir ce talent, n'est-ce pas, culinaire éclore. On sera là pour la féliciter. Allez, ce sera tout pour notre Kate Sonon, n'est-ce pas, de Kate Sonon à Eden Food, ces 2 citoyennes béninoises qui méritent le respect, qui méritent qu'on les acclame, qui méritent notre soutien. Et c'est la raison d'être d'ailleurs de cette émission Bonjour le Bénin, n'est-ce pas, qui va au plus près des actions de nos différents citoyens. C'est la raison d'être de cette émission qui accompagne, qui booste, qui soutient les initiatives béninoises. Heureuse? Franchement, il faut
inviter tous ceux-là qui ont un talent quelconque quelque part et qui sont dans l'ombre de se révéler. Il faut qu'ils se révèlent et nous sommes là pour les accompagner. On l'a dit la semaine dernière, la direction de la communication, la direction commerciale et de la communication de la SRTB aujourd'hui reste ouverte pour n'importe quelle initiative portée par un citoyen béninois, pourquoi pas même un citoyen de l'étranger, et les conditions se feront en fonction. Exactement, parce que oui, il faut accompagner, mais il ne faut pas oublier qu'on a une caisse à remplir. Je me porte la voix. Faut pas agent commercial. Oui, un agent commercial. Non, en fait, il suffit de venir et de demander Souleymane Ashanti. Demander Souleymane Ashanti, ce n'est pas un nom compliqué à retenir. Souleymane Ashanti. Que vous voudriez bien rencontrer le directeur de la direction commerciale et de la communication. Souleymane Ashanti. Et on va vous indiquer là où il est et puis il va vous orienter vers ses agents ou vous recevoir lui-même. En tout cas, allez-y. Merci pour cette parenthèse publicitaire, Patrick Diossou. Merci. Le service commercial de la SRTB vous sait gré, n'est-ce pas, de cette initiative. Allez, on va ouvrir maintenant les journaux, chers amis téléspectateurs. Voici donc ce qu'il faut retenir de l'actualité telle qu'elle s'écrit dans la presse aujourd'hui. On va feuilleter les journaux. Mais avant, une petite pause avec la complicité de la réalisation, le temps d'accueillir notre chroniqueur revue de presse, Marcel Arossi. La revue de presse de ce matin est signée Marcel Arossi. Bonjour Marcel. Rachidate, bonjour, bonjour à tous. Que disent les journaux? Aujourd'hui, les journaux s'intéressent dans leur ensemble à un week-end de bascule et de serments politiques. Et nous nous intéressons à deux quotidiens aujourd'hui, la presse du jour et l'événement précis. La presse du jour qui déroule son parchemin politique est dépeint avec le souffle d'un compte de campagne, la ruée des transfuges du parti Les Démocrates vers Romuald Wadagni. Le journal évoque un week-end où le vent a tourné du côté d'une opposition qui se déleste de ses hommes. Et dans cette migration politique, un nom fend les lignes, celui du député Léon Basile Arossi, désormais général de terrain du duo Wadagni-Talata. Des voix, les pages du quotidien racontent cette scène d'Atiémé comme un tournant et au centre, un homme, disais-je, qui hier encore fustigeait la politique et la portée politique de Romuald Wadagni, mais qui aujourd'hui se redresse, assume et revendique son choix au milieu des siens. Wadagni n'est pas talon, martèle Arossi, il n'a jamais été président, rectifie-t-il, comme pour avoir une nouvelle page, un nouveau pacte désormais. Et l'événement précis qui confirme, creuse et documente la même information, le journal ancre le récit dans le détail. Les affiches, les slogans, les déclarations qui font basculer une carrière et peut-être même toute une élection. Ils mettent en lumière les mots très attendus de Léon Basile Arossi. Je soutiens Romuald Wadagni et je l'assume pleinement, a-t-il dit. Il relève les prises de parole des autorités locales, souligne la présence des députés démissionnaires du parti LD, analyse aussi la fracture interne qui s'élargit. Et lorsque Arossi s'explique l'événement précis, appuie, j'ai choisi d'être en accord avec ma conscience, a-t-il déclaré. Puis l'attaque politique directe sans détour. Il dénonce la brutalité de l'exclusion, la corruption qui gangrénerait son ancien camp. Il appelle à une rupture constructive. Il exige aussi un futur président qui doit beaucoup écouter. Il supplie presque l'humilité. Et voilà qui conclut cette émission. Merci Marcel Arossi. Merci à vous surtout d'avoir partagé avec nous ces moments d'information, de découverte et de bonne humeur. Restez fidèles et surtout, souvenez-vous, chers amis téléspectateurs, ici, vous êtes toujours nos invités de marque. À demain donc, la bande ABLB. À demain, toujours au taquet et prêt à servir. À demain pour un rendez-vous matinal toujours aussi riche et toujours aussi vibrant.